Jonathan Macardy, Stéphane Rosenbaum, notre spécialiste du Brésil, David Lorto pour l'Allemagne, Philippe Auclair pour l'Angleterre. Jingle Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Alors là, sachez messieurs, Philippe et David, je me suis régalé sur vos comptes Twitter respectifs pour l'annonce donc de l'absence de Leroy Sané avec la sélection allemande. Où Philippe, tu interpelles David en disant « Ah, t'as dû t'étouffer en lisant ça ». Et David, en gros, qui dit « Bah non, c'est normal. » Tomber du tabouret, voilà. Alors, il y a peut-être un décalage, effectivement, entre l'écume, la mousse qu'il y a eu cet après-midi sur Twitter et puis le ressenti en Allemagne. Même si c'est un sujet quand même assez délicat, cette affaire-là. Et d'ailleurs, le sélectionneur, dans sa conférence de presse d'après choix des 23, donc ce midi, peu avant midi, vers 11h35, le sélectionneur a comparé le choix qu'il a dû faire, le fait de trancher entre Leroy Sané et Julian Brandt, qui sont tous les deux des dribbleurs, des joueurs de 1 contre 1, qui ont des profils un petit peu similaires. Il a comparé ce choix en faveur donc de Brandt comme une photo finish à l'arrivée d'un 100 mètres. Alors c'était peut-être une excuse, c'était peut-être une phrase de communication, un slogan, mais je pense qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Parce que si vous regardez finalement les 23 Allemands, et notamment les 4 qui sont sortis du lot, qui sont sortis du groupe aujourd'hui, et ben finalement il n'y a pas tellement de discussion possible. Il fallait enlever un gardien. Bon, le sélectionneur choisit Trapp plutôt que Leno, personne ne va crier au scandale. Il fallait enlever un défenseur central. Jonathan Tah est 6e dans la hiérarchie après Boateng, après Hummels, après Rudiger, après Ginter, et j'en oublie un, c'est Niklas Süle. Donc il n'y a pas de scandale non plus. Il enlève aussi un avant-centre. Il n'y a pas de scandale parce que Nils Petersen n'est pas aussi expérimenté que Mario Gomez et pas aussi doué que Timo Werner. Donc pas de scandale. Évidemment, pour Sané, la décision est beaucoup plus délicate. Philippe parlait tout à l'heure, faisait allusion aux journaux anglais. Il y a un journal anglais, figurez-vous, qui est le Daily Telegraph, qui a rappelé un épisode qui s'était passé à l'occasion d'un match de coupe que Manchester City a disputé cette saison à Wigan. Et où, rapporte le journal, les murs des vestiaires ont tremblé à la mi-temps parce que Pep Guardiola a hurlé sur Leroy Sané en lui expliquant, dit-il, ce journal, que on ne pouvait pas ne pas avoir d'implication quand on était sur le terrain et on ne pouvait pas être incapable de respecter le schéma tactique. Ça, c'est Guardiola qui a quand même mené cette saison Leroy Sané, rappelons-le, à, je crois, 10 buts et 15 passes décisives en Première Ligue. 15 buts et 19 passes, si je me souviens bien, toutes compétitions confondues. Et Leroy Sané, Philippe pourra évidemment en témoigner, a disputé 49 matchs cette saison avec City. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas été bon en Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que cette scène que Guardiola a vécue aurait vécu avec Sané à la mi-temps d'un match. Tu peux utiliser l'indicatif. Bon, allons-y. Voilà, ça a été le cas. Eh bien, d'autres ont durement critiqué Leroy Sané et parmi eux, certains de ses coéquipiers, comme Toni Kroos, par exemple, qui est en train de prendre clairement un rôle de chef dans cette équipe d'Allemagne, qui l'a critiqué, sans le nommer, mais qui l'a quand même critiqué durement après la défaite en mars contre le Brésil, en disant que certains étaient incapables de livrer des performances à la hauteur de l'adversaire, au moment voulu, et que le langage corporel de certains était défaillant. Il visait évidemment Leroy Sané. Le sélectionneur, Joachim Löw, il a abondamment, depuis 4 ans, communiqué avec tout son staff sur Die Mannschaft. C'est d'ailleurs le slogan, enfin c'était le documentaire, ouais. Le nom, voilà, que s'était choisi l'équipe pour mettre en avant cette espèce d'esprit collectif, cette espèce d'essor collectif, cette espèce d'élan collectif. Et ils l'ont conservé, c'est un peu lourd d'ailleurs dans la communication, ils l'ont conservé les Allemands cette année avec le hashtag Zusammen, qui veut dire ensemble, qui a été épuré de ses voyelles, mais qui reste dans le même sens que ce qu'on avait voulu dire il y a 4 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que Löw n'aime pas trop des joueurs qui seraient un peu solistes, qui seraient un peu, peut-être un peu baroques, et dont le profil sortirait un petit peu du cadre collectif. Alors attention, mes propos ne sont pas forcément...
je veux dire, il faut être mesuré dans ces propos-là, parce que bien sûr qu'un joueur qui serait un génial soliste peut être très utile dans une équipe quelle qu'elle soit, et en équipe d'Allemagne, il y en a eu par le passé, il y en aura dans le futur. Et d'ailleurs, le sélectionneur a dit à propos de Leroy Sané que bien sûr, on le reverrait en équipe nationale après le mondial. C'était une maigre consolation pour lui. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte, il y a une équipe nationale. Löw a toujours fonctionné comme ça depuis qu'il était l'adjoint du sélectionneur précédent en 2006-2007. Donc ça fait maintenant 12 ans. Et finalement, il y a une certaine logique à se passer de Leroy Sané. Mais bien sûr, et j'en terminerai par là, c'est prendre un certain risque que se passer d'un joueur aussi brillant, que se passer d'un joueur capable de perforer des défenses. C'est un risque qu'il prend. Le sélectionneur l'a justifié en disant qu'il était obligé d'enlever un joueur offensif plus qu'un joueur défensif dans l'équilibre général des 23. Finalement, il garde Julian Brandt, il enlève Leroy Sané. C'est compliqué, mais le choix peut se défendre. Ouais, est-ce que David vous a convaincu? Bah, franchement, moi aussi. Il n'y a pas assez la logique de groupe. Pierre, allons-y. Ouais, logique de groupe, mais moi je trouve qu'après la saison qu'a fait Sané, je trouve que sans privé, c'est même s'il y a une logique de groupe, je trouve que s'il n'est pas bon avec la sélection, sur cette individualité, moi s'il n'est pas bon avec la sélection, 12 sélections, 0 but, une passe décisive. Tu peux prendre effectivement des garçons qui sont toujours très bons avec la sélection et pas bons du tout en club. Il y a une autre logique, c'est qu'ils continuent à les prendre alors qu'ils sont pas bons toute l'année avec leur club. Il y a une autre logique, c'est que Löw trouve qu'il n'a pas tout donné et il n'a pas été assez bon en sélection. Ouais. Moi, quand je me base, il a sûrement ses raisons s'il en arrive là. Mais moi, je trouve sur ce que j'ai vu cette saison, j'ai du mal à comprendre pourquoi Sané n'est pas en sélection. Philippe, tout pas sur ses qualités. Plus sur la ligne de Pierre, j'imagine. Non, j'ai écouté ce que disait, c'est tout à fait compréhensible que Joachim Löw veuille privilégier un certain aspect, mais bon, encore une fois, le fait que Leroy Sané soit peut-être un petit peu plus difficile à gérer, moins collectif que les autres, ça peut-être, certainement, mais visiblement avec Pep, il est rentré dans les rails, rentré dans les clous à Manchester City. Parce que faites-moi confiance que si jamais il avait continué à avoir une attitude non collective dans une équipe guardiolienne, il en aurait été sorti rapidement. Bien sûr. Absolument, surtout que c'était pas les solutions de rechange qui manquaient. Par contre, moi la question que je me pose, c'est le choix, c'était entre Julian Brandt et Leroy Sané, et sans vouloir faire d'insulte mais j'ai l'impression à Brandt, je pense qu'il y a quand même une différence entre les deux. Il n'y a pas photo, les différences. Oui, mais on voit bien que c'est un très bon joueur, Julian Brandt. Mais Leroy Sané a un potentiel de super joueur. Si vous me laissez une minute, alors je suis d'accord avec ça, mais il se trouve qu'en sélection, la Coupe des Confédérations a apporté aux sélectionneurs, dans ce domaine-là, des joueurs un peu excentrés offensifs, a apporté des certitudes, et ça doit être une tête dure. Löw, il doit être un peu têtu, et il s'est souvenu qu'à la Coupe des Confédérations, Julian Draxler avait été très bon avec le brassard et que Julian Brandt avait été très bon aussi. Et il se trouve que il les récompense aussi pour cela. C'est une raison parmi d'autres. Mais Leroy Sané en sélection, c'est pas terrible. Alors contre l'Autriche, il a voulu se montrer, il a voulu faire le dribble de trop. On peut pas lui en vouloir pour ça. À un moment donné, il est parti à dribbler toute la défense. Je me suis dit, mais il va y arriver. Alors il a échoué. Mais il a tenté parce qu'il fallait aussi se montrer. Donc on ne peut pas lui taper sur les doigts parce qu'il n'a pas été bon contre l'Autriche. N'empêche que c'est un ensemble de choses. Il y a eu des tournois aussi par le passé. Et finalement, le sélectionneur reste dans une certaine logique. C'est difficile à accepter pour un joueur de ce talent. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre et avec Philippe. Mais il y a une logique encore une fois. Oui, mais qui peut se comprendre. Un petit mot, David, vite fait sur Neuer, sur son retour. Ah oui, parce que alors là c'est bien sûr en Allemagne on va croiser les doigts parce que ça marche exactement comme c'était prévu. On a pris le temps, on en a parlé régulièrement dans nos émissions et notamment dans l'after. On a pris le temps. Neuer a retrouvé ses vieux réflexes tout de suite contre l'Autriche, capable d'haranguer ses troupes. Il a pris le brassard bien sûr. Il a réussi 2-3 arrêts façon Neuer. Il a encaissé 2 buts, c'est vrai, mais son retour est tout à fait convaincant et du coup il n'y a pas de discussion. C'est difficile à accepter là aussi pour un joueur qui a fait une très belle saison, en l'occurrence Marc-André Ter Stegen. Mais voilà, là aussi, on remet sur son piédestal Neuer. Maintenant, évidemment, en Allemagne, on va espérer que son pied le laisse en paix pendant le tournoi. Parfait, David. On a fait le Brésil, on va continuer l'Amérique du Sud dans cet after spécial Coupe du Monde. Jingle McCardy. Jonathan très bon dans le... Meilleur en MMA qu'en foot. Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Là j'ai tout compris. Faut que je lui montre qu'il s'entraîne avec moi.
Ouais, bah, non, mais il te fait confiance sur le MMA. J'ai envie de lui montrer. Bah, essaye de lui montrer sur le foot plutôt, non? Non, mais je vais lui montrer pour le niveau d'expertise d'où il vient. Dans l'entraînement, ça, qu'il vienne dans la cage, ça sera. Ah ouais, c'est ça. Alors, on commence par le Pérou. Oui. Donc attention Pérou. Hein. Je pense que le Pérou c'est un danger, ça va être un bel outsider. Alors c'est vrai que on avait l'impression que c'était un petit peu le jackpot comme Gilbert dirait au moment où le Pérou a été tiré dans le groupe de l'équipe de France. Mais bon, c'est une équipe qui est dans une sacrée dynamique, donc qui est quand même sur 10 matchs sans défaite, avec des nuls en Argentine face à la Colombie, des victoires compliquées en Bolivie, en Équateur, des victoires contre la Croatie, contre l'Islande qui ont été convaincantes. Voilà, là c'est vraiment une équipe qui est sur une excellente dynamique et c'est un petit peu comme si le projet de leur entraîneur Gareca prenait forme un petit peu maintenant, à cet instant T. Alors, faut dire que depuis que Gareca est arrivé à la tête de la sélection, ça fait depuis 2015, donc depuis 3 ans. Il a enchaîné les bons résultats. Il fait un podium en Copa América, après il enchaîne un quart de finale, et puis il qualifie le Pérou pour la première fois en Coupe du Monde depuis 1982. Et ce qu'on constate en fait, c'est que depuis 3 ans, il a construit un groupe avec des joueurs qu'il a choisis lui-même et des joueurs surtout qu'il a fait progresser. Les joueurs sont devenus bons aussi grâce un petit peu à la sélection. C'est un petit peu, comme Pierre, tu me le disais pendant la coupure du pub, un petit peu le même schéma que le Chili de Bielsa. C'est vraiment des joueurs que Gareca a lui façonné un petit peu à sa manière. Alors sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? On les a vus jouer. C'est une équipe qui est très forte dans les phases de transition, qui est hyper rapide pour se projeter vers l'avant, qui est très solide défensivement avec un très bon gardien, Galès, que je vous invite à vraiment regarder. Et c'est une équipe qui sait subir, mais qui à la fois laisse peser un danger permanent de par la qualité de ses joueurs offensifs. Donc là, la composition qui nous apparaît sur BFM Sport, c'est pas forcément celle-ci. Les offensifs, ce sera plutôt Cuevas, Farfan, et Flores et Guerrero. Farfan est titulaire, hein, Carrillo non. La compo qu'on a vue là, c'est celle contre l'Arabie Saoudite, voilà. Sur BFM Sport. C'est pas forcément l'équipe type, mais c'est quand même quand tu as dans ton équipe Edison Flores, Christian Cuevas, quand t'as Paulo Guerrero, Farfan devant, c'est quand même assez sérieux offensivement. Et quand tu vois un petit peu la manière dont cette équipe joue, c'est vraiment une équipe qui peut embêter tout le monde parce que très solide derrière, capable de subir en étant très collectif, très soudé et de pas prendre beaucoup de buts avec un bon gardien, et capable de se projeter hyper rapidement vers l'avant avec des joueurs qui sont capables de faire la différence en 1 contre 1 mais qui jouent aussi très bien en équipe. Alors faudra bien les surveiller, faudra faire attention et faudra surtout se concentrer quand la France va les affronter au milieu de terrain où il y a 2 très bons joueurs. Il y a Tapia qui est vraiment, lui c'est le tollé de l'équipe, c'est le joueur qui va au charbon, qui récupère tous les ballons, qui est le gueulard derrière, et Yotun qui voilà, c'est un super joueur. On va le découvrir, je pense, pendant la Coupe du Monde. C'est une vraie plaque tournante. Il est intelligent, il oriente bien le jeu. Et ce qui fait que, il est à l'image de cette équipe-là, qui est un collectif hyper huilé, hyper séduisant et qui a le style pour embêter un petit peu tout le monde. Ça pourrait être la surprise de la Coupe du Monde, tu penses? Surprise, qu'est-ce que tu entends par surprise? À quel degré tu penses un huitième, déjà un huitième, un quart, je pense que l'équipe a le potentiel déjà pour c'est la poule, c'est une surprise. Moi je l'ai annoncé déjà depuis 2-3 semaines et j'en suis presque convaincu depuis un peu plus longtemps et je l'ai dit ici encore, je crois hier même. Moi je suis persuadé que le Pérou peut être une belle surprise pour cette Coupe du Monde. Voilà. De par ses matchs de qualification, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, moi j'en ai vu pas mal et Jonathan a raison d'insister sur une chose, c'est que c'est d'abord une équipe. Il y a des individualités ensuite qui peuvent en ressortir parfois, mais là où ils sont le plus impressionnants, c'est que c'est une vraie équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble, ça peut aller très très vite en contre-attaque. Il y a beaucoup de qualité. Et la ferveur, oui, moi l'insomniaque, oui. Et la ferveur de ces joueurs, le patriotisme de ces joueurs, la ferveur de leur magnifique public, il est inouï Alors tu sais quoi, Philippe, vous savez qu'ils ont fait 3 fois plus de demandes de billets que les Français. Oui. Tu sais quoi, Philippe, j'espère que ce qui est pour toi, comme tu l'expliques là, et pour moi aussi, ce qui nous paraît être une grosse qualité, parce que c'est quelque chose qu'on adore voir sur un terrain. J'espère que ça se transformera pas en un défaut ou un trop plein de pression sur leurs épaules et que ce soit un peu trop dur à gérer. C'est pas le genre, on les a vus aller chercher leur qualif face à l'Argentine et face à la Colombie, c'est pas le genre. Là tu vas dans un tournoi avec tout ce qu'il y a autour du tournoi. En Copa América, ils ont bien géré aussi, c'est la même génération. Tant mieux. Il y a un truc en fait que j'aimerais ajouter, c'est le truc un petit peu mystique. C'est quand même une équipe c'est des survivants, quoi. Parce qu'en fait, ils devraient même pas être qualifiés à la Coupe du Monde, parce qu'il s'est passé, c'est que le Chili avait joué contre la Bolivie et la Bolivie avait aligné un joueur dont ils n'avaient pas le droit de l'aligner. Du coup, le Chili a gagné sur tapis vert 3-0, et ce qui fait que le Pérou a aussi gagné sur tapis vert 3-0 un match qu'ils avaient perdu contre la Bolivie. Donc en fait, si le Chili n'avait pas fait appel, le Pérou, on n'en parlerait pas, ce serait le Chili qui aurait disputé le barrage. Ils ont ça, ils ont le fait que Guerrero finalement au dernier moment, il est disponible. On a l'impression qu'ils ont tout pour eux en ce moment.
Jonathan, 1 minute pour parler de l'Argentine. Bon, bah écoute, ça a joué contre Haïti, ils leur ont roulé dessus, il n'y a pas d'autre mot. Haïti, c'est faible, ça fait 4-0, oui. Ça aurait pu faire 8-10-0 si Placide avait pas sorti, Johnny Placide avait pas sorti un match extraordinaire derrière. On commence à voir un petit peu pour une fois où Sampaoli veut aller, en 4-3-3, avec un milieu avec Mascherano, Lanzini et Lo Celso qui s'installe dans cette équipe-là, un trio devant avec Di Maria, Messi et Higuaín. C'est un petit peu plus cohérent, on commence à avoir une certaine ligne directrice et on attend avec impatience le match contre Israël qui sera un test autrement plus compliqué qu'Haïti. Très bien. Quand on a grandi au Brésil, Stéphane, on espère évidemment l'élimination de l'Argentine le plus tôt possible. Toujours. T'aimerais pas plutôt les taper en finale? Ouais, mais toujours. C'est plus jouissif. Ils partent à un moment donné. Ouais, mais c'est plus jouissif d'être tapé en finale, tu vois. Et si le Brésil est éliminé, ça aurait pu que l'Argentine est en finale et qu'il se fasse crucifier à la dernière minute. Oui, c'est encore plus cruel. Merci messieurs, merci Stéphane Rosenbaum pour le Brésil, merci Philippe Auclair en Angleterre, David Lorto pour l'Allemagne, Jonathan, merci Pierre, merci Jean-Louis. Merci à toi. Demain, after entre 22h et minuit, les chapeaux de l'after seront dévoilés demain. Et oui, bah c'est sans nous Pierre, mais c'est comme ça. Toi non plus, oui. Bah non, mais on écoutera, c'est pas grave. Ce sera intéressant de savoir l'évolution des chapeaux, les meilleurs attaquants, les meilleurs milieux, etc. C'est demain. Et oui, ce sera demain. Donc soyez au rendez-vous à 22h dans l'after demain. After de 2 heures tout au long de la semaine. Donc vous allez pouvoir vous régaler avec Gilbert, Daniel et Jérôme Roten. Bonne nuit à toutes. Ciao.